Moyen-Âge, pendant 70 ans, il n'y a pas eu de pape, il y a eu le grand schisme, bon, ça n'a pas empêché que... Oui. Mais pour que ça rebondisse, il faut quand même que des gens se retroussent les manches et fassent quelque chose. Oui. Pas en permanence de la soumission, du ralliement et de la lâcheté, des demi-vérités, des demi-mensonges. Et en fait, qu'est-ce que font ces gens-là? Ils font de la diplomatie en permanence. Il n'y a rien de moins théologique, il n'y a rien de plus éloigné de la foi que la diplomatie. Or, qu'est-ce qu'il y a au sommet de l'Église catholique? Des diplomates. C'est-à-dire que des gens qui ont parfaitement identifié leurs ennemis, qui passent leur temps à les martyriser, les prêtres pédophiles, d'où ça vient, etc., et qui, au lieu de mener le combat frontal contre leurs ennemis, en disant on en a marre, etc., d'être désignés par des gens, on en a marre de reprocher ce que le pape aurait fait pendant la guerre alors qu'il a protégé les juifs, on va parler du contenu explicite du Talmud et de comment le judaïsme talmudique considère le Christ. Quand est-ce qu'on en parle de la vision? On ose en parler? Tu vois, on n'arrête pas de demander à l'Église qu'est-ce que l'Église aurait fait ou pas fait pour les Juifs pendant la guerre. Alors qu'on sait, par les déclarations du rabbin de Rome qui s'est converti, et des grandes instances après-guerre, que le pape a fait de son mieux pour aider les Juifs pendant la guerre, et que Hitler était tout, excuse-moi pour Renoir, mais il était tout sauf catholique, hein, Adolf Hitler. Il faut être très naïf pour penser que, évidemment, quand il reçoit De Grelle, il lui dit « j'aime bien le catholicisme », parce que il prend, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est un politique lui aussi. Mais il ne faut pas rêver. Je veux dire, de dire que l'Église a marché main dans la main, le papisme a marché main dans la main avec le national-socialisme allemand, c'est un scandale. Ouais, il suffit d'être un peu cultivé, de voir quels sont les fondamentaux de l'hitlérisme, tu vois. C'est pas du tout la catholicité. Et de lire même... les propos de table de Hitler, etc., et de voir de toute façon d'où ça vient, etc. Je veux dire, c'est une discussion assez claire. Or, on demande en permanence des comptes à l'Église catholique sur la période qu'on appellerait l'occupation, et l'Église n'arrête pas de s'excuser d'avoir osé ne pas en faire assez, etc., comme si le destin de l'Église était de faire tout ce qu'elle peut tu vois, pour sauver les Juifs. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait, puisqu'elle essaye de les convertir. C'est la seule chose qu'elle peut faire. Et alors qu'en permanence, nous avons un monde qui n'arrête pas de tirer à boulet rouge sur l'Église catholique, et ce ne sont pas les musulmans qui le font, en réalité sur le plan théologique et journalistique. Je n'ai jamais vu, moi, des musulmans attaquer les prêtres, enfin dénoncer les prêtres comme pédophiles, etc., etc. Or, à quel moment l'Église, qui quand même représente 1 milliard de croyants, se défend-elle contre une petite secte qui représente au maximum 15 millions de personnes sur Terre? Elle se soumet en permanence, elle demande pardon, elle baisse la tête. Donc nous avons un énorme animal fatigué, vieillissant, qui se fait humilier en permanence par un petit microbe, un éléphant qui se fait mater par une souris. Ça donne envie, ça, d'aller à l'église? Ça donne envie de croire? Ça donne envie de se battre? On pourrait dire la même chose, par exemple, pour la France, pour le combat français. Oui, mais ça veut dire qu'on se bat en dehors de l'église si on se bat pour elle, et on se bat en dehors de l'UMP si on se bat pour la France. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que si on veut sauver la catholicité, ça passe sûrement pas par le soutien au Vatican. Ou alors c'est qu'on n'a rien compris, ou alors je me trompe, mais on va vérifier, il suffit de regarder les chiffres. Okay. Je suis désolé, j'ai un grand respect pour le théologien Ratzinger, mais en tant que patron de l'Église et en tant que diplomate suprême de l'Église, son apostolat est un échec intégral. Je le dis, un échec intégral, voilà. Ouais, enfin, faut... Alors que sa tâche n'est pas facile, certes, mais je veux dire pourquoi? Parce que sauver, finalement, ce temple païen qui est au-dessus de sa tête, c'est plus la préoccupation de l'Église que de sauver la vérité du Christ et de sauver les croyants. C'est ça, la vérité, tu vois ce que je veux dire? Ils sont trop riches pour être courageux, tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, ils disent, tu vois, c'est exactement comme la bourgeoisie française ralliée. On a encore la maison de campagne et la piscine, on ne va pas voter Front National, on mange encore. Tu vois, quand est-ce que les classes moyennes vont se réveiller? Quand elles seront passées au sous-prolétariat. Pour l'instant, c'est bon, on vit dans la domination, on vit dans l'humiliation, mais il reste quand même les bijoux de famille. Ben, c'est ça la situation de l'Église catholique officielle, c'est il y a encore de quoi bouffer. Et je te dirais que c'est la même chose qui se passe au Parti communiste français. C'est finalement, nous, là, pareil, on a encore de quoi bouffer. On n'a plus un électeur, on a trahi le prolétariat, la situation des prolétaires en banlieue est catastrophique, mais nous, on a encore la place du colonel Fabien, qui nous a été offert par Niemeyer, ça va encore. On a encore nos voitures de fonction, le téléphone est payé, tu vois ce que je veux dire, et on passe un peu à la télé. C'est exactement la même chose, c'est tout. Alors après, je suis peut-être un hérétique, je suis peut-être ce que tu veux, etc. Mais... Moi, je me permettrai pas de dire ça, c'est pas moi de le dire en plus. Oui, et puis moi, ça me pose pas de problème, je suis pas dans l'église. Voilà. Et puis à la limite, je dis, peut-être que si Jésus-Christ me regarde, il sourit, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a fait le même travail à l'époque, pour monter la boutique, tu vois ce que je veux dire? Il a fait le ménage, tu vois ce que je veux dire? Il a déclaré la guerre, et très frontalement. C'est pas bisou Jésus, hein. C'est un combattant. Hein. Ouais, bien sûr. Hein, le film de Mel Gibson l'a bien rappelé, tu vois.
Et puis il a déclaré la guerre à des gens très précis, sur des critères très précis. Tout est dans, tu vois, les évangiles, les actes des apôtres, il n'y a pas énormément de textes. C'est pas comme l'Ancien Testament. Il n'y a pas des milliers de pages traduites, retraduites de 20 fois du grec à l'araméen et de l'araméen à l'hébreu. Finalement, c'est assez simple, le corpus chrétien. Les évangiles, tu vois, c'est assez simple. Enfin, oui, il y a aussi l'Ancien Testament. Non, pour moi, c'est les évangiles. Hein. L'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Jésus arrive, il l'accomplit et la dépasse et l'abolit. Et nous, c'est les évangiles, tu vois. Mais tout est en germe dans le premier. Alors, on va changer de sujet, parce que j'ai une autre Tout est en germe et son contraire. C'est ce que j'ai dit quand j'ai parlé que je n'étais pas marcioniste. Tout est en germe dans l'Ancien Testament et son contraire. Le Christ et la haine du Christ. Le pré-christianisme et le talmudisme. Donc non, dans l'Ancien Testament, il y a le Christ et son contraire. Il y a les deux, absolument. Et c'est ça le gros problème. C'est qu'il aurait fallu faire le tri. Tu vois. Oui, enfin, c'est pas ce que dit l'Église. Alors, mais l'Église se trompe, voilà. Okay, et c'est pour ça qu'elle en crève. Et c'est pour ça qu'elle en crève. Je le dis clairement. C'est justement parce qu'elle n'admet pas, et elle ne fait pas ce travail de tri sur l'ambivalence de l'Ancien Testament, et qu'elle s'y est resoumise entièrement, qu'elle est en train de disparaître. Parce que quand on admet finalement que nous sommes les petits frères dans l'ordre du divin, du judaïsme, alors que le judaïsme ne reconnaît pas le Christ, eh ben on admet qu'on est un sous-produit du judaïsme, que le judaïsme ne reconnaît pas. Donc on admet sa disparition sur le plan théologique, et donc sur le plan terrestre finalement. Voilà, ça s'appelle la virilité intellectuelle, et ça s'appelle le sérieux de la théologie et des concepts. Voilà, hein, c'est que quand vous dites que quelqu'un vous est supérieur alors qu'il vous dit que vous n'êtes rien, vous vous soumettez alors qu'il vous nie, ce qui est exactement le contenu explicite, non seulement de Vatican II, mais de tout ce qui s'est passé depuis, vous admettez la mort de l'Église. C'est-à-dire que vous vous soumettez à ceux qui ont décidé que vous n'existez pas et qu'on doit vous détruire. Ok ? Voilà, et ça, les yeux dans les yeux, c'est exactement ce que l'Église accepte aujourd'hui et ce qu'elle fait. Voilà, hein. Et c'est pour ça que comment il s'appelle, Lustiger est rentré dans la cathédrale Notre-Dame de Paris à la lecture du Kaddish. Quand il est mort, oui. Ouais, voilà. C'est clair ou c'est pas clair? Je pense pas que ce soit aussi clair que vous le dites, mais... Pour moi, si. C'est si clair que je le dis. Ouais. Voilà. C'est pas pour ça que c'est vrai. Une autre question. Alors, en page 52, en fait, vous, justement en termes de reprise du pouvoir et en termes de virilité, vous expliquez que la loi du 3 janvier 1973 est un acte en fait profondément anti-français et qui permet en fait à la grande puissance de mettre la mainmise sur la France pour la simple bonne raison que l'État français ne peut plus s'autofinancer à 0%. Oui, tout le monde le dit en ce moment. Hein, voilà. Alors, ça sort de partout. Hein. Alors justement, vous n'avez pas de boule de cristal. Comment vous expliquez aujourd'hui que tout le monde en parle de cette loi? Est-ce que c'est parce que vous avez commencé à en parler avec Internet, avec d'autres? Je veux dire. Hein. Oui. Je suis un des plus efficaces pour le faire parce que je suis très présent sur Internet. Mais je reconnais que je ne suis pas le premier. Je reconnais même que Mélenchon en a parlé une fois. Alors justement, peu importe qui est le premier ou pas, est-ce que vous pensez que ça va être un des grands thèmes de l'année prochaine? Et est-ce qu'on peut gagner des points sur ce combat au moins de la récupération, de recouvrer... C'est le vrai nœud du combat politique sérieux. C'est-à-dire que et de gauche, on va dire, selon mes critères, celui qui veut abolir cette loi de 73, et de droite, celui qui veut non seulement la maintenir, mais comme je le dis, continuer à l'aggraver, notamment parce qu'elle est passée dans les accords de Maastricht, puis de Madrid, de Lisbonne. Et qu'aujourd'hui, ils essaient de la constitutionnaliser, c'est-à-dire de la rendre définitivement irréversible, c'est-à-dire de les mettre dans la table, la dette dans la table de la loi. C'est ça que ça veut dire. C'est à partir de 73, on rentre dans la logique de la dette qui n'est pas une mauvaise gestion, qui est une logique structurale. C'est-à-dire que le fait d'emprunter pour le développement du pays et pour ses politiques sociales sur le marché privé de l'argent, c'est-à-dire des banques qui empruntent à 1% et qui reprêtent à l'État à 6 ou 7%, c'est le début de la catastrophe sociale et économique de la France. Et c'est ça, la dette. La dette est un racket bancaire qui a été autorisé par une filouterie des banquiers qui a été permise par la lâcheté et la trahison des politiques. Et ça s'est fait après l'éviction de De Gaulle, qui à mon avis s'y opposait, et ça a été fait par le gouvernement Giscard, sous la présidence Pompidou, et ça s'appelle la loi Pompidou-Giscard-Rothschild. Hein, voilà. Et c'est le début de la toute-puissance de la banque, c'est-à-dire la banque qui prend définitivement le pouvoir sur les politiques, et donc la banque qui est le vrai pouvoir politique caché, et qui est, la pente fatale de l'inégalité sociale aggravée, de la faillite des États, qui n'est pas non seulement une faillite, mais une faillite organisée, et un rachat, pas cher. C'est le principe même
comment dirais-je, de la garantie hypothécaire dans le prêt bancaire d'une banque qui prête à une entreprise à un taux suffisamment élevé pour que l'entreprise soit obligée de faire faillite. C'est-à-dire qu'à la fin, la banque possède tout. Cette logique privée du prêt non remboursable contre garantie hypothécaire pour la PME est exactement à une échelle supérieure la stratégie et la logique de la banque pour prendre possession entièrement de la richesse des États à travers la captation du travail des travailleurs productifs et en créant leur misère. Et ça, c'est l'analyse que je fais de l'Alliance, qui correspond exactement à la critique qu'on pouvait faire du servage par les féodaux, comment dirais-je, au Moyen-Âge. Privilège de droit divin, qui fait que des pauvres travaillent la terre et que les autres bouffent pour chasser et les mépriser et les regarder crever de faim. C'est exactement ce qui est en train de s'accomplir en ce moment. C'est admis par de plus en plus de gens, notamment Chouard, comment il s'appelle je crois que c'est Étienne Chouard, qui vient de la gauche et de l'économie, qui l'a découvert récemment naïvement et qui est exactement sur ma position, que j'ai rencontré d'ailleurs, et qui m'a dit non seulement « Alain, tu as entièrement raison », mais il allait plus loin que moi, il m'a dit « Et derrière, c'est Rothschild ». Il a osé aller jusque-là. Et c'est vrai, derrière, c'est Rothschild. Voilà. Alors, dans votre livre, il y a plusieurs figures historiques auxquelles soit vous êtes sensible, soit vous êtes hostile. Alors, il y en a trois qui ont retenu mon attention. Il s'agit de Lincoln, de Kennedy, de Gaulle. Pour vous, en fait, si j'ai compris votre livre, peut-être que je suis comme Alain de Benoît, je ne l'ai pas compris, mais on a l'impression que ces trois figures ont essayé de résister à la domination des banques et que les trois se sont fait sabrer. Les deux premiers sévèrement et le troisième en se faisant évincer du pouvoir. Alors est-ce que... Ça commence, le défi, le combat entre la banque et l'indépendance du peuple qui se mène aux États-Unis commence, je crois, avec... je crois que c'est avec Jefferson, une déclaration de Jefferson qui dit, en gros, nous devons lutter contre la banque, c'est-à-dire qui est l'émanation d'ailleurs de la City, ce racket bancaire des élites oligarchiques qui est incarné par la couronne d'Angleterre. J'explique bien que la création de l'Empire, c'est la jonction, pour de Benoît qui n'a pas compris, c'est la jonction de la banque et de la couronne d'Angleterre. C'est cette jonction qui explique le saut qualitatif impérial, et notamment la domination anglaise, qui après est passée à Wall Street. C'est-à-dire que l'Empire n'est pas l'Amérique, mais loge aux États-Unis, et loge et domine par la logique bancaire qui s'appelle Wall Street, et notamment son accomplissement total aux États-Unis s'est fait en 1913 par la création de la réserve fédérale américaine, dont je dis que ce n'est ni une réserve, et qu'elle n'est pas fédérale et qu'elle n'est pas américaine, mais qui est la prise du pouvoir du cartel bancaire des 12 plus grandes banques du monde, qui sont essentiellement, on va dire, judéo-protestantes, sur le reste du monde via le dollar, voilà, via le pouvoir sur le dollar, avec la capacité de créer sans aucun lien avec l'économie et la richesse réelle, de cette fausse monnaie qui se prête contre intérêt, et qui est un système organisé de raquettes bancaires que M. Grignon, très bien sur Internet, appelle l'argent-dette. Voilà. Et que ça a été fait d'abord, ce coup de force a été tenté dès le départ aux États-Unis, et il y a certains présidents qui s'y sont opposés, comme Jackson, qui ont failli en crever et parfois même assassiner, et d'autres qui se sont soumis comme Woodrow Wilson, parce qu'ils sont finalement des obligés de la banque et financés par la banque, parce que derrière les politiques, il y a toujours les banquiers, il faut le savoir, les barouks aux États-Unis, il suffit de faire le boulot, les grands argentiers des présidents, des types qui sont des fois derrière 5 ou 6 présidents, et qui sont dans l'ombre et qu'on n'ose pas trop nommer, voilà, et c'est dit dans mon bouquin, on peut le trouver ailleurs, et effectivement, des gens qui ont résisté à ça, à mon avis, effectivement, il y a le président Jackson, qui a fait graver sur sa pierre tombale « J'ai vaincu la banque ». Donc c'était vraiment le combat de sa vie. Et il y a des textes très explicites. Woodrow Wilson, qui s'est soumis, qui à la fin de sa vie s'est confessé en disant « J'ai trahi le peuple américain ». Ces extraits sont dans mon livre. De Gaulle, effectivement, qui a essayé de résister quand il a demandé, au moment où Nixon a annoncé la fin de la convertibilité du dollar en or pour les dollars, monnaie de réserve pour les pays étrangers, et De Gaulle a obtenu le rapatriement de l'or. Les Américains ont cédé là-dessus, mais ont voulu sa peau après ça. Et Kennedy, qui a essayé effectivement de défier la réserve fédérale américaine, comme je l'explique, et qui est mort très peu de temps après, et son successeur a immédiatement aboli cette loi qui était une reprise de contrôle du dollar, on va dire, par la Banque centrale américaine, par l'État fédéral. Par l'État fédéral. Et tout ça, je dis, ça éclaire la réalité. On sait très bien que Kennedy ne s'est pas suicidé, on sait très bien que la thèse du tireur isolé pour raisons psychologiques, c'est-à-dire Lee Harvey Oswald, ne tient pas la route. Et après, quand on cherche les raisons de la liquidation de Kennedy, qui est le seul président catholique des États-Unis, qui était catholique et riche de naissance. Donc il n'était pas obligé d'être l'obligé de la banque intégralement. C'est important. Et on peut donc dire que parmi les causes possibles de son élimination physique, il peut y avoir aussi le fait qu'il avait défié la banque. Je ne dis pas que c'est la certitude, je dis que c'est une des causes les plus crédibles. Voilà. C'est ça. Dans mon livre, en fait, voilà, ce que je dis est cohérent,
est relativement fonctionnel, c'est ça que je dis. C'est validé un peu par les textes, c'est validé par ce qui se passe de l'histoire, mais ça ne prouve pas que c'est la vérité absolue, personne ne sait. C'est comme sur Ben Laden, je ne sais pas, sur le 11 septembre, je ne sais pas, je sais que la version officielle ne tient pas de A à Z. Ça pose problème, oui. Voilà, ça pose vraiment problème. Je dis, les thèses complotistes sont en réalité beaucoup moins délirantes que la thèse officielle. Mais moi, je ne dis pas, je sais. À la limite, je déduis, je fais un travail, et je me dis, il y a beaucoup plus de chances que Kennedy ait été tué parce qu'il voulait reprendre le pouvoir volé par le cartel bancaire et le redonner quelque part au peuple américain à travers ses institutions réellement représentatives et légitimes. Et il fait des discours radiophoniques où il le dit pratiquement de A à Z, que le pouvoir américain a totalement perdu le pouvoir, et que c'est aux mains d'une oligarchie secrète, etc., qui trahit de A à Z. Enfin, je veux dire, vous trouvez tout quand vous cherchez, et je dis, il y a beaucoup plus de chances qu'il ait été tué pour ça, que parce que Lee Harvey Oswald était jaloux pour des raisons de psychologie. Parce que c'est quand même, on nous vend des thèses, en général, délirantes pour les couillons, quoi. Voilà, c'est comme la photo où on voit toute l'équipe de Obama regarder, soi-disant, l'assassinat en direct à la télé de Ben Laden, dont évidemment ils n'ont pas ramené le corps, enfin n'importe quoi, alors qu'ils sont en train de regarder le Super Bowl, sans doute, un match de football américain. Enfin voilà, je veux dire, moi dans mon bouquin, je fais un travail, je pense, qui tient la route. Mais après, je ne suis pas prophète, attention, moi justement, je ne suis pas religieux. Dieu n'est pas descendu sur moi pour me dire, transmettre la révélation, et je ne tue pas quiconque dit le contraire de moi. Je dis, ayez dans vos argumentations un niveau de cohérence et de fonctionnalité, c'est-à-dire de rapport au réel, de sérieux par rapport au texte et de cohérence dans les articulations logiques, qui soit à peu près au niveau du travail que j'ai fait. C'est tout ce que je dis rien d'autre. De ce point de vue-là, je suis assez humble dans mon orgueil. Je prétends être quelque part un intellectuel assez doué pour le concept, mais je ne prétends pas à la vérité ou à la science infuse. Et d'ailleurs, parfois je me trompe. Quand j'ai déclaré très agressivement que Marine Le Pen roulait pour Sarkozy, et qu'en fait, son but c'était d'être ministre dans le prochain gouvernement de Sarkozy, ce que j'ai dit quand j'ai quitté le front dans un texte qui s'appelait Marine m'a tué, j'admets très humblement aujourd'hui que c'est ce que je croyais à l'époque et que je me suis sans doute trompé, que Marine Le Pen peut faire bien mieux que d'être ministre de Sarkozy, elle peut prendre la place de Sarkozy. Et qu'elle serait idiote, effectivement, et aujourd'hui tout le monde admet qu'effectivement, elle veut bien plus que ça. Mais à l'époque, je l'ai cru, je me suis trompé, parce que j'avais été aussi très très mal conseillé par certains abrutis que j'ai virés de mon association, et j'admets humblement que je me suis trompé, et j'en demande pardon à Marine Le Pen, parce que quelque part je l'ai injurié quand j'ai fait ça. Je l'ai sous-estimé. Et voilà, parfois on se trompe. Voilà, là je me suis trompé. Voilà, une des raisons aussi pour laquelle je suis beaucoup moins agressif avec Marine Le Pen aujourd'hui, parce que j'ai été très agressif à une époque et que je m'étais un peu trompé. Donc je me dis, j'ai été un peu immoral et un peu con. Voilà, c'est tout. Alors, en page 106-107, vous avez des critiques, me semble-t-il, enfin bon, mon avis compte si peu, mais sur le réseau maçonnique et sur le mensonge démocratique, vous avez des critiques très percutantes. Alors, ce qui est intéressant... Ça t'intéresse, parce que comme Cato, effectivement, la maçonnerie, c'est l'ennemi. Là, d'un seul coup, on est en phase. Quand je dis le Vatican II, ça peut te gêner un peu. Donc, en fait, oui, c'est de ton point de vue, il y a des choses qui te plaisent moins. Ce qui est logique, ça s'appelle le point de vue, c'est objectif. Tu vois, mais des textes aussi, il y a des textes, interprétations... Oui, du point de vue d'un cathotrade de livre, il y a des parties que tu vas aimer de mon livre et d'autres, mais il y a des marxistes-léninistes qui vont beaucoup aimer des parties de mon livre sur la... Que je vais pas aimer moi, peut-être. Place, etc., que toi, à la limite, c'est même pas que tu n'as pas aimé, ça t'a pas intéressé. Oui. Alors, pour toi, à la limite, tu l'as lu, ça t'a glissé comme sur une toile cirée, parce que c'est pas tes catégories, c'est pas tes déterminations. Or, dans mon livre, je dis, il y a tout ça. Alors, d'accord, alors Monsieur Soral, donc ce passage est trouvé intéressant. Mais les autres aussi, hein. Vous critiquez fortement la maçonnerie, vous parlez justement vous citez le grand maître qui se vante qu'aujourd'hui la République est faite par 150 000 frères et pas par... En réalité, je cite toujours, hein. Oui, je cite pas. Il y a toujours la citation qu'il faut au bon moment pour montrer que quand on dit genre, vous apportez pas les sources, c'est pas vrai, je dis à chaque fois qui l'a dit. Alain Boer, là, vous dites, c'est écrit. Et Stefanini dit la même chose, hein, son concurrent. Stéphanie. Oui, parce qu'il y a la Grande Loge, et puis il y a le Grand Orient, c'est la gauche et la droite, et ils se tirent un peu la bourre pour savoir lequel a le plus le contrôle sur la République. Mais ils disent bien les deux, qu'il faut être très naïf pour croire que la France est faite par les citoyens qui votent, ou même par les représentants officiels. Il dit effectivement la France républicaine est sous le contrôle, le pouvoir, la puissance, eux trouvent ça positif. Parce que c'est les êtres de lumière de 150 000 maçons. Ouais. Voilà. Alors, justement, tout à l'heure, en début d'entretien, vous disiez, me semble-t-il, très justement, qu'il faut aussi bien attaquer les personnes que les idées, parce que si on fait l'un sans l'autre, on ne fait pas le boulot correctement. Alors justement, vous attaquez la maçonnerie, mais pour quelle raison vous n'attaquez pas plus la République,
qui est la fille aînée de la maçonnerie et du gouvernement mondial. Bah, je le fais, mais je dis bien que le roman national de Michelet, qui fait de la Révolution française un passage des ténèbres de l'absolutisme qui n'a jamais existé, sur peut-être 10 ans sous Louis XIV, à la lumière, est un roman national, c'est-à-dire que c'est la vérité des vainqueurs pour faire adhérer le peuple. Je le fais, mais je le fais peut-être pas assez pour un cathotrade qui en voudrait plus. Je le fais raisonnablement. Il y a tout un chapitre qui s'appelle démocratie, où je dis que la République, c'est la démocratie de marché et d'opinion. Ça s'appelle démocratie de marché et d'opinion. Et que c'est une escroquerie intégrale, puisque ce sont des tribuns professionnels, qui sont en général des avocats, qui jouent un jeu démocratique dans un cirque qui s'appelle l'Assemblée, payés par des puissances d'argent occulte. Je l'écris de A à Z. On ne peut pas faire une critique plus radicale du mensonge républicain. Mon bouquin amène à février 34, mais pas avec Maurras qui dit dissolution à la fin. On prend l'Assemblée. Parce que ça, c'est le problème à un moment donné, quand les révolutionnaires sont des rentiers, ils ont beau être excités par le régime de Stavisky, ils vivent quand même trop bien pour risquer leur peau, parce que c'est ça le problème, tu vois. C'est que pour à un moment donné tuer le pouvoir, il faut que tu sois acculé, que tu crèves de faim. Or, toute l'action française, c'était quand même un milieu de rentiers, et le rentier fait pas la révolution. Il se plaint, tu vois, comme dans les célibataires de Monterland, il se plaint de la gueuse, mais il vit quand même encore très bien, tu vois ce que je veux dire. De même que Gollnisch peut se plaindre tant qu'il veut, il vit très bien au quotidien, c'est pas un mort de faim, il n'a pas la haine, tu vois ce que je veux dire. C'est pas une critique ce que je fais, c'est pas méchant, mais c'est de la sociologie sérieuse. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, le gros problème de l'extrême droite française historiquement, ce qui n'est pas le cas de l'extrême droite italienne, c'est que c'est la bourgeoisie, l'extrême droite. Elle est très peu populaire. Donc en fait, ils critiquent la gueuse, mais ils vivent dessus aussi parce qu'ils sont quand même aussi la bourgeoisie. On pourrait dire ça du Front National version marine. Oui, mais j'ai pas. D'accord. Pourquoi pas? Oui. Mais on peut dire ça de pourquoi en réalité les fascistes français, osons le dire comme ça, ne sont jamais passés à la Révolution, parce que globalement, le fascisme français est un milieu de bourgeois. Le ventre était trop plein. Bien sûr, voilà, c'est tout. C'est une remarque, hein, c'est pas agressif, hein, c'est de la sociologie, quoi. Alors justement, vous qui n'êtes pas croyant, vous dites quelque chose dans votre livre qui est... non, je ne suis pas croyant. Vous n'êtes pas catholique alors? Je ne passe pas par la médiation de l'Église officielle pour régler ce problème qui me dépasse, c'est-à-dire qu'effectivement, cette question, l'athéisme ou les gens qui disent je suis athée ou laïque, ce qui ne veut pas dire la même chose, hein, laïque c'est une religion, hein, c'est la religion maçonnique, c'est une provocation d'une certaine manière. Au moment du dernier souffle, c'est là où tu te poses la question de savoir si on croit ou pas. Si on croit ou pas, tu vois ce que je veux dire. En réalité, je dirais que c'est quelque chose qui ne m'habite pas en permanence pour vivre. Mais par contre, je me comporte dans la vie comme si j'avais des comptes à rendre à Dieu à la fin. C'est ce que je fais moi. Alors je constate que des gens qui se prétendent catholiques se comportent de façon, dans leur moralité, dans leur vie tous les jours, comme si en fait l'enfer n'existait pas, et comme si Dieu n'existait pas. C'est-à-dire qu'ils se permettent des choses qui prouvent qu'en réalité ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que tu prouves que tu crois en Dieu par la crainte de Dieu, et tu démontes ta crainte de Dieu par ton comportement moral. Tu vois? Parce que tu crois réellement que tu pourrais être châtié pour ce que tu as fait de mal. Or moi je vérifie finalement la foi des gens par leur manière de se comporter humainement. Or ce que je remarque, c'est que moi qui n'ai pas la foi, je me comporte d'une certaine manière malgré moi comme si je l'avais. Je me pose des questions morales assez dramatiques. Et je constate que Dieu donné est dans la même problématique. Et je compare que nous sommes souvent face à des gens qui se prétendent des hommes de foi, comme un certain salopard que je nommerai pas, qui m'a trahi dégueulassement, abandonné dégueulassement à Rasse-Campagne, et qui se prétend fervent catholique. Ce qu'il a fait prouve qu'en réalité, il n'a aucune crainte de Dieu. Voilà. Et ça, c'est les questions que je pose. C'était les questions que posait Léon Blois déjà. C'est parce qu'ils le disent qu'ils le sont aussi. Hein. Non, mais c'est pour ça que je m'en fous. Ouais. Je vérifie de la foi d'un homme par ses actes. Et je dis, il y a un type, et je dis, il y a des gens qui ne croient pas, qui se comportent comme des bons chrétiens, et d'autres qui sont soi-disant des champions et qui incarnent l'autorité chrétienne et qui se comportent comme les pires des mécréants. Voilà, et je ne vais pas donner des noms, mais j'ai fait que le vérifier, notamment avec mon passage au front. Hein. J'ai fait que le vérifier. Alors, on va le faire très vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et vous devez partir. Et moi aussi. On peut prolonger un peu. Prolonger un peu. Alors, voilà, justement, vous êtes quand même, on sent dans votre livre que vous êtes quand même attiré par le sacré. Alors ça. Ceci, je n'ai pas répondu à la question quand je ne fais pas la critique de la République. Ouais. Je dis la République, c'est la démocratie de marché et d'opinion. La démocratie d'opinion, c'est la pire saloperie totalitaire qui existe. Et la démocratie de marché, c'est la pire saloperie totalitaire qui existe. Et au bout de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit des menteurs professionnels qui s'appellent les journalistes et les politiques, payés par la banque pour mentir et soumettre le peuple
au pouvoir antidémocratique et antisocial de la banque. Donc je fais un travail de déconstruction du mensonge républicain d'une violence infiniment supérieure à tout ce que vous pouvez faire, vous. Voilà. Réponse. Oui, mais par contre, vous n'êtes pas pour la mise en place d'une monarchie à court ou moyen terme. Bah, je fais comme De Gaulle, je vais voir qui pourrait demain prendre la place, et quand je vois ce que c'est que les Orléans, quand je vois où en est soi-disant les descendants de la famille royale, je me dis que pour l'instant, ça ne va pas être la solution. Et de toute façon, après, il se pose là je parle en marxiste, pour pouvoir réinstaurer la monarchie, si c'est pour faire comme l'Angleterre, une monarchie constitutionnelle, où en fait l'aristocratie française sont les rois de la banque et du capitalisme, parce que ça sert à rien, oui. Et pour qu'il y ait monarchie, il faut qu'il y ait grande propriété foncière. Il faut revenir à un autre monde. Or, comment, dans l'épopée technicienne qui est la nôtre, avec cette logique historique hegeliano-marxiste et libérale, tout le monde est d'accord, qui est le monde tel qu'il est, qu'est-ce que c'est qu'une aristocratie de banquiers et de financiers? C'est antithétique. La monarchie tombe dès lors que tombe le pouvoir de la grande propriété foncière. C'est ce que je veux dire. Il faut revenir à Dieu et à la terre pour ça, tu vois ce que je veux dire? Et à cette verticalité à la fois théologique, spirituelle et sociale qui n'est pas compatible avec le capitalisme. Votre ami Alain de Benoît, par exemple, a mis entre guillemets, parle souvent de décroissance, de retour à la terre, c'est oui, très en vogue. Non mais je veux dire, aujourd'hui c'est très à la mode, le retour à la terre. C'est vrai que pour pouvoir revenir à la royauté, il faudrait changer de mode de production, parce qu'il y a même vous en parliez, M. Sora, dans une autre vidéo, j'ai vu. L'épopée de l'épopée bourgeoise, et l'épopée républicaine est aussi l'épopée, excuse-moi de revenir Marc, est aussi l'épopée libérale, capitaliste, technicienne. Mais là, même de Benoît est capable de suivre, il n'y a pas de problème, et d'acquiescer. Donc on ne peut pas revenir à la monarchie si on reste dans la bourgeoisie en termes de production. Tu vois ce que je veux dire? Sinon ça s'appelle une monarchie bourgeoise. Et ça existe partout en Europe. Mais c'est catastrophique aussi ça. Qu'est-ce que ça change? Rien, ça existe où? Ça existe partout en réalité. Il y a plus de monarchies en Europe. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a plus de monarchies en Europe que de républiques? Oui, il y a 13 monarchies, oui. Et alors c'est 50-50. C'est des monarchies bourgeoises. Ouais. Et qu'est-ce que je suis pas pour ça, moi. Oui. Non, mais je sais bien. Donc tu as la réponse. Pour revenir à la monarchie, il faut revenir à réinstaurer un système sacré qui est un système spirituel et matériel. Il faut les deux, tu comprends? Sinon, c'est coller un vernis sur quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est très en vogue. Le retour à la terre, l'autoproduction, même vous le faites, hein, contre-culture. Bien sûr. Donc, parce qu'évidemment, on voit bien que les contradictions du développement capitaliste marchand et technicien sont arrivées à des contradictions et des violences maximales, qui produit d'ailleurs non plus de l'enrichissement comme une certaine époque dont parlerait Moiron, où on peut s'appuyer sur un peu de progrès technique, de la médecine, les critères comment il s'appelle, les critères de statisticiens et de démographes, comment il s'appelle, de notre camarade qu'on voit souvent chez Tadei, qui est très bon là. Oui. Emmanuel Todd, tu vois, à un moment donné, la bourgeoisie peut s'enorgueillir d'avoir augmenté l'espérance de vie, tu vois, monter le niveau de vie, même si c'est matériel, mais c'est quand même une réalité, l'électricité, le train, etc. Aujourd'hui, le système capitaliste ne génère que de l'appauvrissement culturel et matériel. On le sait, c'est un système de destruction de richesses et d'abêtissement. Alors qu'à un moment donné, on dit on a fait l'école obligatoire, on a appris à amener les gars à la raison, qui est quand même une maîtrise d'un outil qui s'appelle l'outil du logos, quoi, tu vois. Il y a quelques victoires effectivement de l'épopée libérale. Il en fallait bien pour que le peuple suive à peu près. Aujourd'hui, on est passé dans la phase noire, c'est-à-dire ce que j'appelle l'obscurantisme et les droits de l'homme, tu vois. On est passé des lumières aux ténèbres républicaines et capitalistes, parce que ça produit le système capitaliste mondialisé, qui est d'ailleurs entièrement bancaire et financier, produit de l'appauvrissement systématiquement, on le voit en Grèce, on le voit partout, et de l'appauvrissement spirituel, c'est-à-dire de l'abêtissement, notamment par la pornographie, la soumission au jeu, le ici et maintenant, le spontanéisme, l'émotionnel, la féminisation, l'apologie de tout ce qui est, dysfonctionnalité sexuelle, l'anti-hétérosexualité, etc. C'est même plus la non-persécution des minorités, etc. Oui. C'est l'apologie de toutes les minorités déviantes et dysfonctionnelles, tu vois. On voit bien qu'on est passé dans quelque chose de l'ordre du satanique et du morbide, du mortifère. Alors justement, M. Soral, c'est très intéressant ce que vous dites. Alors, vous dites dans votre livre que l'empire libéral, je vous cite, agit comme un rouleau compresseur qui par définition s'agace de tout ce qui est sacré. Oui. Alors justement, dans une époque où il y a moins de sens de sacré, et que justement le sacré semble être le seul rempart contre la modernité et le libéralisme, comment on fait pour résister? Vous de le dire, effectivement, en reprenant conscience de... Non mais comme il n'y a plus de sacré, je veux dire, non, il n'y a pas plus de sacré. Oui. Le sacré, il est... il est comme la théorie des ondes chez Nikola Tesla, il est là partout. C'est qu'on a l'antenne qui nous permettait d'être connectés au sacré, de le ressentir,
je dirais presque sur le plan cosmique, cette antenne a été volontairement cassée. Donc en fait, aujourd'hui, le rapport au sacré passe par les textes. C'est d'ailleurs ce que je reproche, c'est-à-dire que c'est absolument pas un sacré vibratoire et incarné, parce que la relation au sacré, c'est une relation cosmique. En fait, le sacré, c'est de la physique réelle. Tu vois ce que je veux dire? Le sacré, c'est le monde physique au-delà de la conception du monde physique qu'ont les décartriens et les positivistes. Le sacré, c'est le physique intégral. Alors qu'aujourd'hui, on pense que le sacré, c'est du texte antiphysique. Or, ce n'est pas ça, justement. Le sacré est totalement à vivre, est totalement vivant, et totalement compatible même avec la physique. C'est ça que je veux dire, avec la physique et la physique. Et donc, aujourd'hui, c'est recomprendre et reconnecter le sacré dont nous sommes faits et qui est en nous. C'est ça la pensée traditionnelle. Et c'est ça la véritable Église. Et c'est ça la vraie religion. Ce n'est pas savoir si ce que j'ai dit tout à l'heure est conforme ou pas aux textes de Vatican II qui sont un consensus politico-diplomatique par des gens totalement dévoyés et qui ont perdu tout contact au sacré, notamment parce qu'ils ont détruit cette antenne qui les fait communier avec le cosmos habité partout par la vérité de Dieu telle qu'on doit la comprendre, et qui sont uniquement sur la psalmodier mollement, dans un contexte bourgeois, des textes dont ils ne comprennent plus rien et qui sont en plus des textes qui ont été réécrits, réduits, mal traduits et qui se réduisent à des simagrées. Voilà, c'est tout. C'est des moulins à prière faits par des bourgeois dont on a coupé toutes les antennes. C'est ça que je veux. Et là, je me réfère à Evola, à Guénon, à Massignon, etc. J'ai un trop grand respect pour le sacré pour aujourd'hui me fourvoyer avec les religieux. C'est ça la vérité. Voilà, c'est tout. Voilà, le comprendront ceux qui comprendront, voilà. Oui, mais le message est clair. Oui, voilà. Alors oui, à un moment donné, vous expliquez dans votre livre, en page 189, que Chevènement, avec sa candidature à l'élection présidentielle de 2002, je vous cite encore, fut le dernier sursaut du républicanisme de gauche. Oui. C'est ce que vous avez écrit. Oui, parce qu'il y a une épopée respectable du jacobinisme. Ouais, alors justement, ces derniers temps, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait penser à ce qui se passe actuellement autour de Ségolène Royal, qui veut se réapproprier le drapeau, qui est dans une espèce de... ce logiciel-là, oui, bien sûr. Qui est dans une espèce de mythologie républicaine très proche de 1793. Oui. Est-ce qu'on peut dire que Ségolène Royal, est-ce qu'elle pourrait être une espèce d'avatar, une résurgence du républicanisme de gauche authentique pour 2012 ? C'est elle-même son positionnement stratégique par rapport à DSK. DSK, c'est le candidat du mondialisme bancaire, en Porsche, et elle veut incarner, parce que n'oublie pas que son logiciel, c'est pour ça d'ailleurs que le PS l'a mis sur la touche, toute sa famille est d'extrême droite. En réalité, c'est une fille de militaire, famille nombreuse, sa cousine est au front, et en fait, c'est pas pour rien que dans la mafia sicilienne, on ne peut être capou que si on est sicilien. Et que dans le système de domination oligarchique caché que je montre dans mon livre, tout en réalité racial, la loi du sang et de la race est permanente partout. Toutes les oligarchies sont des oligarchies familiales et consanguines. En réalité, exactement comme sous l'Ancien Régime, toutes les familles régnantes d'Europe sont liées par le cousinage. C'est ce que je veux dire. En réalité, le racial et le familial n'a jamais cessé de régner. Les banquiers sont aussi des dynasties. Ce sont des dynasties objectives. Ce sont les mêmes familles depuis 1750. Voilà. Et je pense que l'oligarchie mondialiste sait que, comment dirais-je, que Ségolène Royal n'est pas fiable, parce qu'en fait, elle est profondément française et qu'elle pourra avoir un sursaut quelque part mariniste. Vous avez compris ma question. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça peut être un effet de levier pour nous ? En tout cas, l'ennemi le pense. C'est pour ça qu'il se met fidèle. Parce qu'en réalité, je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre la domination. Pour être sûr que quelqu'un soit fidèle jusqu'au bout, il faut que ça ne soit pas quelque chose de l'ordre du libre choix. Oui, bien sûr. Il faut que ce soit son intérêt, je dirais presque vital, d'obéir jusqu'au bout. Et pour ça, il faut qu'il soit issu de la communauté et qu'il ait des intérêts de A à Z. Quand vous avez quelqu'un qui vous confie une responsabilité qui en fait est exogène à votre structure bien comprise, parce qu'effectivement elle est issue de familles nombreuses, de militaires, etc., vous dites, à un moment donné, face à des choix qu'on va lui proposer et lui imposer, elle peut très bien avoir un sursaut moral, parce que quelque part, elle a en elle ces choses-là. Donc il vaut mieux choisir un pourri intégral, vous voyez ? Quelqu'un que de toute façon, jusqu'à l'intérieur, il est vendu au mondialisme. Et quelqu'un qui est vendu au mondialisme bancaire, si on veut comprendre ce que je dis, c'est-à-dire que quand tu vas jusqu'au bout, que tu enlèves toutes les peaux de l'oignon, à la fin tu trouves quoi ? Tu trouves ce dont je n'ai pas le droit de parler. Tu vois, comme texte et comme vision du monde. L'inégalité, la race, le mensonge, le mépris, l'argent. C'est ce que je veux dire. Et là, tu es sûr que le mec va faire le boulot jusqu'au bout, même si ça passe, le chômage de 40% des Français, la réduction de 30% des salaires des fonctionnaires, c'est-à-dire par une solution à la grecque. Alors que face à une proposition de la banque
à, comment dirais-je, un projet de gestion violente à la grecque, on peut très bien imaginer qu'une Ségolène Royal se prenne d'un seul coup pour Evita Peron, tu vois ce que je veux dire? Et les autres qui maîtrisent la domination, qui sont des maîtres de la domination, parce que la domination est une science exacte, d'une certaine manière, est une sociologie, est une anthropologie, est une technique. Eux savent tout ça, parce que tous les systèmes de domination fonctionnent sur ces critères. Initiation, comment dirais-je, secret, sas, ésotérisme, race, famille, tu vois, etc. La mafia sicilienne, ces élites dont on n'a pas le droit de parler, etc., y compris les élites WASP américaines, les dynasties politiques, etc., etc. Et donc, ils savent que Ségolène Royal n'est pas fiable, et donc, c'est le négatif de ce que tu viens de dire. On peut penser effectivement que Ségolène Royal, face à une injonction du système terriblement anti-française, pourrait avoir un sursaut. Et c'est pour ça que le système s'en méfie et ne veut pas d'elle ne l'a pas choisi comme championne. Il l'avait choisi pour perdre face à Sarkozy, qui lui a le logiciel intégral dont je parlais, hein, anti-français, on va dire, pour faire simple, et celui qui est amené à lui succéder, parce qu'il va falloir faire encore pire que Sarkozy, et donc encore pire selon ces déterminations dont j'ai parlé, tu vois, à la fois implicitement et explicitement, et ça ne peut être autre que Strauss-Kahn, pour accomplir ce calendrier ultra-violent, imposé par la nécessité qui nous dépasse tous, qui est la logique bancaire, ses contradictions, et le fait que, à un moment donné, si tu ne continues pas à aggraver ton pouvoir et ta violence, tu le perds, le pouvoir. Il ne faut pas oublier que le problème des dominants bancaires, c'est qu'ils chevauchent un monstre furieux qui peut les désarçonner, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent faire aucun cadeau, d'une certaine manière. C'est soit le pouvoir intégral de la banque, soit la banque, soit la, comment dirais-je, la révolte des peuples, et qui conduira, si tu veux, à la fin de la carrière politique de Mussolini, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que derrière, il y a le meurtre et le sang, s'ils perdent la main. S'ils perdent la main, ils se font assassiner. C'est ça la variable aujourd'hui. C'est pas bisou, un petit peu de gauche, un petit peu de droite. C'est soit ils ont le pouvoir total par la dictature, une dictature maquillée par des tas de gris-gris hygiénistes, écologiques, complotistes, terroristes, tu sais, tout ce qu'ils ont fabriqué pour justifier une dictature type Patriot Act, soit ils se retrouvent à la guillotine. Tu vois, ils le savent. C'est pour ça qu'on est dans une période historique très intéressante, tu vois, et très violente, avec des gens qui jouent gros au poker, tu vois, y compris quand ils rêvent de Marine Le Pen au deuxième tour, parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent gagner que comme ça, tu vois. Alors, j'ai une dernière question à vous poser, qui dépasse un peu le cadre de votre livre et des réflexions entamées de notre discussion. Aujourd'hui, justement, on n'en a pas beaucoup parlé, donc on a parlé du sacré, de la banque, du roi, de la République, de Vatican II qui pose problème, etc. Mais il y a aussi là cette notion de matériel humain. Et vous êtes plus vieux que moi, donc vous avez une expérience plus importante, mais tous ceux qui ont... Moi j'ai 29 ans, mais tous ceux qui font de la politique depuis moins 30 ans, 40 ans, constatent une baisse du matériel humain, du matériel militant. Alors dans ces conditions, est-ce que vous pensez que le sursaut peut être possible quand on voit ce qu'on voit, c'est-à-dire un milieu national d'extrême droite totalement divisé, un matériel humain totalement défaillant, les gens ne lisent plus. Est-ce que c'est possible de faire la guerre dans ces conditions ? C'est ma dernière question. C'est une question que je me pose aussi. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'en ai un peu rabattu sur les prétentions d'égalité et réconciliation, à être une espèce de parti politique avec des groupes militants, etc. Parce qu'en réalité, je vois que même les gars qui aiment bien ce que je fais et qui suivent, c'est essentiellement une adhésion virtuelle. À un moment donné, j'avais organisé, pour notamment faire fonctionner Flash, une vente à la criée. Je demandais aux militants de R, tous les 15 jours, pendant 2 heures, un dimanche à midi, d'aller vendre sur la place du marché à 2-3 copains ce canard qui n'est pas en plus... qui présente bien. Et bien, l'air de rien, tout le monde était d'accord sur le fond, mais quant à ceux qui l'ont fait, c'était une infime minorité, parce que même ça, ce genre d'acte militant concret, et non pas virtuel, les gens n'ont plus la discipline intérieure, effectivement, pour le faire. Et je vois la même chose, moi qui suis instructeur de boxe, la discipline avant et le sérieux qu'il y avait dans les entraînements de sport il y a 20 ans, et aujourd'hui le bordel généralisé, la baisse d'autorité, la baisse de sérieux, même parfois la baisse de capacité de souffrance, qui doit être d'ailleurs compensée maintenant par le dopage et tout ça, hein, et la cocaïne, etc., qui d'ailleurs explique la baisse vertigineuse de la performance des cyclistes français, par exemple, qui avant étaient issus de la petite paysannerie française, qui était d'un courage physique incroyable, qui était le même courage qui fait que les mecs ont tenu 4 ans dans les tranchées, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par la loi du désir, les médias, le jeu, l'idéologie du moi-je, la féminisation, la destruction du père, tout ce que j'ai analysé dans mes livres précédents, on a un matériel humain, effectivement, qui a été dégradé, volontairement d'ailleurs, volontairement. Hein. Il y a aussi la haine de soi par l'idéologie de la repentance permanente et de l'anti-France permanente. Il y a effectivement la féminisation, la dévirilisation, le communautarisme aussi, c'est-à-dire le diviser pour régner. Enfin,
tout ça a été à mon avis fait assez intuitivement et intelligemment, pour avoir effectivement un matériel de résistance le plus affaibli possible, souvent emmené d'ailleurs sur des voies de garage, des faux combats, etc. Et moi, quand je vois, issus de mes propres rangs, les gens qui en ce moment s'acharnent contre moi, alors que c'était des militants de chez moi, que j'ai virés parce qu'ils faisaient n'importe quoi, et dont tout le travail militant est de fabriquer, je crois que tu le sais, puisque tu as été confronté, des faux profils, parfois en se faisant passer pour des femmes, pour faire circuler des fausses citations de moi, en envoyant ça à des musulmans, en disant que je raconte des conneries sur les musulmans en privé, en se faisant passer pour des femmes, etc. Enfin des gens qui font des choses que tu ne peux même pas toi imaginer si tu es à peu près conçu normalement. Tu vois, se faire pas... Je suis un peu tombé des nues quand vous m'avez montré votre... Oui, j'ai fait ça, j'ai fait cette chose que je ne ferai pas parce que je ne publie jamais les mails privés, mais je t'ai montré, effectivement, tu peux le valider sans qu'on le montre, des choses sorties de mon ordinateur à froid. Pour le niveau de vice, de perversité et de saloperie des petits enculés que j'ai chassés de mon association et qui aujourd'hui passent leur temps, notamment par exemple à fabriquer un site qui s'appelle Forum Soral, pour faire croire que c'est moi, à fabriquer des fausses vidéos néo-nazis et antisémites intégrales pour que j'ai des ennuis avec les associations juives. Et quand je réponds à ces associations juives que ce n'est pas moi qui fais ça, et que d'ailleurs, s'ils veulent bien à la limite, attaquer ces gens, ils m'en débarrasseront. Ces gens, après, font circuler sur Internet que je les ai balancés aux associations juives. Je sais pas si vous voyez le niveau de... Alors, dans ces conditions, est-ce qu'on pourra le matériel... Non, mais ça, c'est pas la majorité. Oui. Mais c'est les salopards qu'il y a autour de Marc Georges. Oui. Ils sont pas beaucoup. Mais c'est-à-dire que même moi, je n'ai pas assez d'imagination pour penser qu'on peut arriver à un tel niveau de bassesse et de saloperie. Et c'est ça qui est stupéfiant parfois dans le combat qu'on mène et qui est très intéressant, je dirais, anthropologiquement, c'est qu'il y a des gens qui sont très émouvants, très beaux et très respectables. Et c'est ça l'humain. L'humain, tout est possible. Le plus beau génie, comme la plus belle, la plus grande saloperie. Mais ce qui est très étonnant, effectivement, c'est que ce que le système actuel a produit comme félon, comme pervers et comme vicieux. Et je t'ai montré tout à l'heure un type qui me défiait physiquement, m'insultait et me diffamant en envoyant des fausses citations de moi en prétendant qu'il était présent physiquement quand je les ai dit. Je l'ai attrapé parce que des gens m'ont envoyé ça. Il prétend que je peux venir le voir quand il veut, je lui propose de lui donner un rendez-vous, et il est en train de faire caca dans sa culotte. Je t'ai montré les échanges de mails. Tout ça se joue en une demi-heure, tu vois. Et si j'étais méchant, là, je donnerais son nom, son téléphone et son adresse. Hein, voilà. Faut pas le faire, c'est pas chevaleresque. Ouais, chevaleresque. C'est chevaleresque, moi j'en prends plein la gueule toute la journée. Toute la journée, vous pouvez pas savoir. Les mails d'injures. Je te montrerai tout à l'heure des mails, des menaces de mort, d'injures, où on me propose de violer ma femme, de sodomiser ma sœur, etc. J'en reçois toute la journée des trucs comme ça. Faut le savoir, la pression à laquelle je fonctionne. Donc quand je me paye Guillon, oui. C'est... Tu vois, j'ai fait... Tu vois, pour lâcher un petit peu la pression que j'ai subie. Tu vois, je suis un être humain, je ne peux pas... Et le plus horrible, c'est pas quand... Ce sont même pas les sionistes qui m'emmerdent aujourd'hui, ils ont même pas besoin. Je me fais emmerder par les antisionistes laïcards de la bande à Colomb et Bricmont, par les islamo-racailles et les soi-disant salafistes sponsorisés. Je me fais emmerder par les racialistes d'extrême droite, par les antisémites rabiques pour qui je serais un juif. Enfin, je suis tout, PD, juif, d'après C'est inouï de stupidité, de bassesse. Et effectivement, d'une certaine manière, de ce point de vue-là, si on ne voit que ça, le pouvoir n'a rien à faire. Ils ricanent et ils regardent, tu vois. Ils regardent, tu vois, comme c'est presque un spectacle pour eux, tu vois. Tu sais, en fait, ça s'appelle... les Romains avaient inventé le combat des gladiateurs. Ils prenaient finalement les soumis virils qu'ils avaient soumis, et ils faisaient un spectacle de les voir se tuer entre eux plutôt que de se coaliser pour vaincre les Romains. Ce qui s'est appelé à un moment donné Spartacus. Spartacus, c'est le plus bel exemple qu'on puisse imaginer, mais il a perdu, c'est ce que je veux dire. Mais par contre, c'est le plus beau sursaut héroïque qu'on puisse imaginer, le Christ et Spartacus. Voilà mes deux étendards, le Christ et Spartacus, et au milieu, je mets quoi? Je suis Bayard, hein, français sans peur, chrétien sans reproche. Voilà, ça j'adhère à 100%. Qui peut dire ça de la mouvance? Tu vois, chrétien sans peur, Sans reproche. Français sans peur, chrétien sans reproche. Qui peut dire ça de la mouvance nation? Il n'y en a pas 36, hein, il n'y en a pas des milliers. Et souvent les mecs qui méritent ce compliment ne revendiquent même pas d'être chrétiens et nationalistes. Simplement, ce sont des honnêtes gens qui se comportent à peu près correctement. Je dis aujourd'hui, l'héroïsme, c'est de se comporter à peu près correctement. Ne pas baisser son froc toutes les 5 minutes, c'est déjà de l'héroïsme compte tenu de la pression, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai été très dur avec de Benoît. Parce que moi, je passe mon temps à organiser j'organise des conférences pour ces gens-là. Je transmets je les fais connaître aux jeunes générations qui arrivent, parce que le problème, c'est la transmission. Et je fais ça d'ailleurs avec tous ceux qui produisent une pensée valide. De Benoît, Michel Colomb, Bricmont, Michéa,
Le Pen, les musulmans patriotes, je le fais systématiquement avec mon site, parce que c'est un combat politique. Quand je vois des gens, je parle à Célineau, etc., Asselineau, oui. des gens que je ne fais qu'aider, alors que ça ne me rapporte rien, je pourrais uniquement faire de Soral, me cracher à la gueule, me diffamer, et surtout ne pas le faire publiquement, mais le faire par dessous, en passant des coups de fil, en faisant annuler, en essayant d'organiser des boycotts, vendez pas son bouquin, ne le recevez pas en Italie, parce que j'ai les preuves de tout ça. J'attaque pas les gens pour rien, parce qu'ils ont intrigué Soral et fou, blabla. Vous voyez, c'est-à-dire me glisser des pots de banane de façon bien lâche. À un moment donné, je les attrape par les oreilles. Je leur dis, aie le courage de me défier, moi qui t'aide et qui roule pour toi. Et le courage de me cracher à la gueule et plutôt que de le faire en douce ou par la bande. Fais-le, comporte-toi comme un homme. Et de temps en temps, je m'amuse à glisser ce qu'on appelle une petite quenelle. Parce que j'attrape, je prends le mec, la main dans le sac. Je prends le mec, la main, pas dans le sac, la main avec l'enveloppe qu'il est en train de mettre dans la boîte aux lettres pour écrire à la police. Je sors leur truc et je regarde, et je vois une lettre de délation, parce que c'est ça la métaphore, vous voyez. Je dis, mais t'as pas mieux à faire que ça? C'est pour me remercier de t'avoir fait éditer un livre? Moukouna, je lui ai fait éditer un livre, Blanc-Rue, je lui ai fait éditer un livre. Il me crache à la gueule en permanence. Je leur ai présenté mon éditeur, ils ont édité grâce à moi. Il y en a un des deux qui vient de mettre la carotte à mon éditeur, il vient de lui voler 1500 €. C'est beau ça? Voilà. Et il continue à me cracher à la gueule chaque fois qu'il peut, par devant, par derrière, etc. Et je ne suis pas aigre, parce que finalement, qui s'en sort dans ce combat correctement? Moi, je vends des bouquins, les gens me respectent, parce que l'air de rien, je me tiens pas trop mal. Je fais ce que je peux, j'ai pas le courage de Forisson, j'ai pas la puissance de travail physique d'un lieu donné, je fais de mon mieux. Mais, et finalement, c'est pour ça que je viens de vendre 25 000 bouquins, alors que les autres vendent rien. Parce que l'air de rien, et c'est là qu'il y a quelque chose, je dirais, où le sacré existe, c'est que finalement cette honnêteté, cette virilité au sens bien compris, eh ben elle me revient. Elle finit par payer. Elle me revient. Ce que je donne me revient. Je donne, et le reste finalement c'est, je m'amuse, parce qu'il faut que les gens aient quelque chose à manger, mais finalement il y a la justice immanente. Tous ces merdes là qui me font chier, qui me crachent à la gueule par derrière, qui me foutent des pots de banane, qui me menacent de chantage, qui s'amusent à mettre des vidéos de moi quand j'avais 20 ans en pensant que ça va me gêner, parce qu'effectivement j'ai été mannequin, j'ai défilé pour Jean-Paul Gaultier, j'ai fait des piges à la télé, j'ai fait tout ce qu'il faut pour survivre, gagner ma vie et m'élever, et pouvoir dégager des plages pour lire et me cultiver. Ces gens-là qui pensent me nuire et ricaner, voilà, ces gens-là n'existent pas. Ils sont des mesquins, des minables, et ils sont finalement dans la jalousie. Et moi j'avance, mon petit bonhomme de chemin, je fais ce que je peux. Je suis très content de ce qui se passe en ce moment à Marseille, entre Durbeck et Gélil. Je suis très content de voir que Le Pen a volé au secours de cette chose, et que ça s'est fait sans que j'ai besoin de rien faire, mais parce que j'ai insufflé quelque chose. Parce que le Gélil, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, il a quitté SOS Racisme et il a osé regarder le Front National comme un parti d'êtres humains, parce que j'ai fait un certain nombre de vidéos, de conférences risquées où je suis allé à Vénissieux rencontrer les gens, à Mantes-la-Jolie, à Clichy-sous-Bois, où je prends des risques physiques, à aller rencontrer l'autre. Tu vois, je ne suis pas planqué dans ma bibliothèque à fumer mes cigarettes et à caresser mes chats, à donner des leçons et à distribuer des bons points. Non, non, je mouille le maillot, je m'exprime dans un langage souvent peu châtié, mais qui touche les jeunes de 20 ans, et qui permet finalement de sauver ceux qui peuvent être sauvés. Parce que le reste, être bien compris par les mecs qui ont déjà tout compris, je m'en fous. J'ai pas besoin de recevoir des brevets de, je sais pas qui, Vienner, enfin, je m'en fous. Les gradins du temple, oui. Oui, j'en ai rien à foutre, je vous emmerde, tu vois. Voilà. Mais vous êtes alors quand même positif sur l'issue du combat, malgré tout. C'est ma dernière question, là. Pouvoir encore combattre est déjà une victoire. Ce qu'on appelle l'angoisse, ce qu'on appelle la défaite, ce qu'on appelle la détresse, c'est quand tu es totalement désarmé et soumis à ton ennemi. Tant que tu combats, tu es dans l'action, tu vois ce que je veux dire, je suis vivant, voilà, tu vois, j'ai 52 ans, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas la même gueule que certains, tu vois, parce que je vis, donc je perdrai peut-être violemment, mais je combats, donc je suis un homme, je suis vivant, donc c'est la grâce, c'est ça la grâce, c'est que il m'est permis, ce qui est pour moi la définition de la grâce, c'est d'être sur le champ de bataille, les armes à la main, ce qui est dans toutes les sociétés traditionnelles la grâce suprême. Je ne suis pas en train de faire la vaisselle, tu vois ce que je veux dire, je ne suis pas un esclave, tu vois, je ne suis pas encore vaincu, et si je suis vaincu, ça c'est joli pour ceux qui ont le marteau de Thor, là, tu vois, le marteau de Thor, je serai vaincu sur le champ de bataille et je montrerai
comme d'ailleurs dans l'islam ou chez les païens, au walala, tu vois, je sais pas comment ils disent, tu vois, parce que c'est ça, monter au ciel, c'est mourir sur le champ de bataille, les armes à la main. Et ben voilà, je veux dire, donc ma vie est totalement réussie. Voilà, c'est tout. Eh bien écoutez, ça sera le mot de la fin. Donc on répète, Comprendre l'Empire, Alain Soral aux éditions Blanches, 15 €. Alain Soral, Merci à vous. merci, vraiment c'est très intéressant. J'espère qu'on pourra en faire un autre le mois prochain ou à la rentrée. Pas tous les mois, mais... Au septembre, ouais. On dit à la rentrée, ça serait plus, De je toute façon, pense. vu l'accélération du Bah, c'est beaucoup de calendrier choses. politique, il va y avoir des tas de choses à dire et à commenter dans les mois qui viennent. Bon, en tout cas, merci, puis à bientôt. Eh ben, merci à vous tous qui me regardez.